Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, c'est l'instant poésie. Mathieu Amance nous présente Valérie Fortune, poétesse et conteuse. Son premier recueil s'intitule « Humeur super ». Quant à Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, elle poursuit la lecture de Philippe Cadic avec « Les marteaux de Vulcain ». L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie Par Mathieu Amance. L'instant poésie d'aujourd'hui est consacré à Valérie Fortune, poétesse et conteuse originaire de la région de Nancy. Elle s'est installée au Havre pour y passer le master de création littéraire dont elle est aujourd'hui diplômée. Parmi les différents diplômés du master de création littéraire du Havre, Valérie Fortune se distingue par son goût pour des genres littéraires singuliers, à savoir la poésie et le conte. C'est vrai que la plupart des étudiants s'orientent vers les romans. Je l'ai découvert tout d'abord dans une des scènes littéraires animées justement par des étudiants de master de création littéraire, L'Encre ouverte, qui s'est produit chez Lydie et notamment elle était à l'affiche du programme en décembre 2022. L'Encre ouverte a aussi organisé une sorte de performance collective dans l'atrium de la bibliothèque Niemeyer en mars 2023 et Valérie avait dit un conte. Je l'ai ensuite retrouvé pour une autre scène littéraire organisée par les étudiants du master qui s'appelait Forme de voix et qui était organisée au Hangar 0. Elle était à ce moment-là aussi sur scène, j'ai partagé la scène avec elle, mais elle était à l'organisation de ces événements-là avec Julia Barentin et Roman Svoboda et j'avais eu plaisir à être accueilli. On peut citer toujours dans les différentes scènes littéraires qui sont animées au fil des années par les étudiants du master, actuellement, la scène On n'est pas d'égalé, qui se déroule tous les mois au bistrot Panache. L'occasion aussi de signaler que le collectif de slam LH pas la plume a lui aussi décidé de délocaliser sa scène du Hangar 0 au bistrot Panache et on les retrouvera désormais une fois par mois le vendredi là-bas. Plus récemment, j'ai retrouvé Valérie Fortune avec joie à la petite librairie au Havre pour la présentation de son premier recueil de poésie, Humeur super, lors d'une lecture musicale qu'elle a donnée, accompagnée par ses comparses du master, Estelle Rocchitelli et Olivia Bonafoux. C'était un pur moment de grâce à les écouter toutes les trois en musique et Valérie s'est donné corps à ses textes par la voix, mais aussi par les mouvements du corps, puisqu'elle est conteuse. Je vous propose sans plus attendre d'écouter un premier extrait lu à voix haute d'Humeur super, le premier recueil de Valérie Fortune, qui a été publié aux éditions L'Herbe qui tremble et qui est en sélection finale pour le prix de poésie Robert Gonzo. Qui transpire si je dis les clowns, la guerre et les cafards, l'océan, la mort et les pépins. De Clémentine, on se traîne des peurs, séculaires, depuis les Incas, depuis le temps des grands-mères de nos grands-mères. L'orage, la solitude et les pépins, j'avertis. Ça pousse dans le bide, ça croît, manger des quartiers sucrés, toi dévoué, tu les offres sans les pots. Peau décollée avec soin, ne décolle pas les avions, les tunnels et les petites peaux blanches sont riches en flavonoïdes. Tant de prévenance, mais tu n'as jamais su m'épargner, les pépins avalés comme les couleuvres, digérés, gérés à grand renfort d'acide.
Trembler, trembler, ce qu'il m'en coûte, de faire face à la clémentine, la dent, innocente, soudain grimace. Alors oui, les peaux, je caresse. Ta prévenance, tes couleuvres, les serpents, le sang et l'os. L'ostracisme, mais vous et moi, nous. Nous tressaillons toujours quand le pépin menace de s'implanter au fond du ventre, coloniser les entrailles, devenir monde. Un jour, l'audace, je balais toute superstition de mes ancêtres, tu seras témoin. Disciple peut-être, sans une once de dé, goutte le pépin glisse en ma gorge. Peut-on oublier la peur d'avaler les pépins de clémentine? J'y vois. Maintenant l'arbre en puissance, l'être qui grandit infailliblement, qui tient tout petit contenu dedans le pépin dedans, l'arbre dedans, je le fais mien, et ce sera ridicule ou beau, nous clamerons. J'avale un arbre en puissance, l'océan, la mort et les pépins de clémentine. C'était Qui transpire si je dis les clowns, un pur instant de poésie proposé par Valérie Fortune avec la lecture d'un extrait de son recueil Humeur super, qu'elle avait déjà proposé d'ailleurs à la petite librairie où dans le public on trouvait de nombreuses conteuses, d'autrement dire une association havraise très active dont Valérie Fortune fait partie. Parmi les histoires qu'elle aime raconter, Valérie Fortune porte une affection particulière pour les contes merveilleux, les légendes gréco-latines, les contes d'animaux, les contes malgaches. On peut la retrouver dans les fabriques du Havre et il lui arrive régulièrement de coopérer avec des musiciens, des interprètes en langue des signes ou encore des guides naturalistes, notamment à l'occasion de balades contées. Au sein de la structure de production Le Chardon Débonnaire qui l'accompagne, Valérie Fortune a créé plusieurs spectacles de contes qu'elle propose au public. La plupart du temps, il s'agit de contes tout public. Effectivement, le conte, on pense souvent aux enfants, au jeune public, mais en réalité, l'art du conte s'adresse la plupart du temps aux petits et aux grands, comme on dit. Pour citer les différents spectacles qu'elle propose, il y a Les Métamorphosés, sa dernière création, mais également Bal des chignons blancs, Murmure d'étoiles, ou Histoire d'œuvre, ou encore Les Excessives, Les choses simples, ou Ça papote en popote. Pour être tout à fait complet sur la pratique artistique de Valérie Fortune, on peut aussi signaler qu'elle anime de nombreux ateliers d'écriture ou de mise en voix, qu'elle est à l'animation d'une scène ouverte dédiée au conte Sous le caillou qui se déroule à Nancy depuis 2019 et encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, en plus du conte et de la poésie, Valérie aime pratiquer la danse dans une continuité de mouvement entre les mots, l'esprit et le corps. Mais pour revenir à notre sujet du jour, Valérie Fortune dit d'elle qu'elle écrit des poèmes parce que les mots ne la laissent pas en paix et qu'elle cherche avec eux un terrain d'entente. Entre 2018 et 2023, Valérie Fortune a aussi été membre du comité de rédaction et du pôle événementiel de la revue de poésie Revue, R-E-V-U. Je vous propose un deuxième extrait d'Humeur super et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Le poème que Valérie Fortune va nous interpréter, va nous lire à voix haute, s'intitule Nagori. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour assumer la mélancolie le long des quais, marchant, marchant, marchant vers la mer. Sur la plage des mâts, métalliques couchés, la roue encore debout, la nacelle culminante, le semi-remorque déjà chargé, les chaises volantes envolées. Sur la plage, les ados foulent,
le béton rieur, ils disent mais ne déplorent pas au revoir, revoir l'été. Nuit mes lumières, rose lumière, sans soleil, sans crépuscule, rose néon, rose et zébarti, rose barbe à papa, reste de fête. Dans ma vie, j'ai fait peu d'attractions, j'aime peu les fêtes foraines, les et zébardilles. Et c'est parti pour le show, lançait Nadia. Petite, j'étais fan et zébarti, j'entendais chaud comme chaud bouillant et zébarti pour le show parce qu'on est chaud, ambiance de la night, tropical love et sueur de rockstar et zébarti pour le show et c'est parti, tout le monde est chaud. Je chantais, l'enfant chantait à tue-tête, showtime d'une fille de 10 ans à la voix qui exulte et ça faisait et zébarti comme un cri du cœur. J'aime pas les fêtes foraines, les Berdisa et Zerdidi. Si je prétends que je n'ai pas l'âge d'aimer les fêtes foraines, cela signifie que je suis vieille depuis toujours. Je n'ai jamais aimé les foires, je n'ai jamais eu l'âge d'aimer, j'imagine. À l'inverse, ma sœur, comme une enfant, ma sœur dit « On fait encore une attraction quand je pense qu'on va rentrer ». Ma sœur aura toujours l'âge d'aimer les foires. J'aime pas les fêtes foraines, les Za et Birdadi. L'air grésille, je ne mens pas, je vois les stries autour de la fête, le ciel porte des vergetures, la peau du ciel éclate, l'air enfle comme les ventres enflent quand ils couvent un bébé, le ciel ne couve rien, rien qu'une charge électrique, une tonne de lumière hallucinée, des touffes de cris, je ne mens pas, le speaker l'a dit, et zébardi, di. La foire m'éclate les yeux et les tympans. J'aime pas les fêtes foraines, mais on-off l'esplanade, se vide la fête, s'en va, les forains s'en vont. Dans ce qu'il reste d'odeur de barbe à papa, je dépose. Là, une peine légère, je dépose. Mes pas sur des feuilles mortes, je dépose. Un sourire aux lèvres gercées, je dépose. J'aime pas les fêtes foraines, mais la fin des fêtes foraines, la fin m'attriste. Pour célébrer la fin de l'été, Nagori, disent les Japonais, les saisons c'est toujours les Japonais. Je découvre un sentiment, me crée un spleen unique. Comment ça va aujourd'hui? Tu es de bonne humeur? Je suis d'humeur, fin de fête foraine. Les autos tamponneuses quittent la ville en file indienne. Minutes chroniques, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Les marteaux de Vulcain, un roman de Philippe Cadic paru en 1960. Les marteaux de Vulcain a été à son époque l'un des livres les moins appréciés de Philippe Cadic. Publié entre le temps des articulés et le maître du haut château, les lecteurs ont estimé que ce roman s'apparentait davantage à ses premières nouvelles qu'à son œuvre de maturité. Cependant, aujourd'hui, cette fiction trouve un écho différent. Et si un jour, le monde était dirigé par une intelligence artificielle, bienveillante, mais faillible? Arthur Pitt perçut la présence de la foule hostile dès qu'il eut quitté les bureaux de l'Union terrestre. Il traversa la rue, s'arrêta au coin, près de sa voiture, et alluma une cigarette. Tout en ouvrant la portière et en serrant étroitement son porte-documents sous le bras, il observa la foule. Ils étaient bien 50 ou 60. Des gens de la ville, ouvriers et petits commerçants, employés de bureaux insignifiants aux lunettes cerclées d'acier, mécaniciens et camionneurs, quelques ménagères, un épicier avec son tablier blanc. L'habituel, la toujours semblable petite classe moyenne. Pitt se glissa derrière le tableau de bord, saisit le micro
et appela son supérieur, le directeur pour l'Amérique du Sud. Maintenant il se déplaçait vite, barrant toute la rue et avançant silencieusement vers lui. Sans aucun doute il l'avait identifié à ses vêtements de classe T, chemise blanche et cravate, complet gris, chapeau de feutre, porte-documents, chaussures noires bien cirées. Il saisit le tube doré de son brûleur qui dépassait de la poche supérieure de son manteau et le tint prêt. « Urgence !»« Ici, directeur Taubman, » répondit le micro. « Où êtes-vous » C'était une voix lointaine et officielle venant de si haut au-dessus de lui. « Toujours à Cedar Groves, Alabama. La populace se rassemble autour de ma voiture. Je suppose qu'ils ont bloqué toutes les rues. On dirait d'ailleurs que toute la ville se trouve ici. »« Des sauveurs ?» À l'extérieur, sur le trottoir, se tenait un homme à la tête massive et aux cheveux ras. Calme, il se tenait drapé dans une tunique brune, une corde à nœuds autour de la taille, des sandales aux pieds. « Un seul !» annonça Pete. « Essayez d'effectuer un balayage pour Vulcain 3 avec votre caméra. »« Je vais essayer. » Maintenant, la foule entourait complètement la voiture. Alors que la multitude devient de plus en plus violente et se met à lancer des pierres, Pete est pris de panique, mais son directeur insiste encore pour qu'il continue à recueillir des informations. Avant l'arrivée des secours, Pete est tué par la foule. Le mouvement des sauveurs veut anéantir Vulcain 3. Or, Vulcain 3 n'a fait aucune déclaration concernant ce mouvement, ni sur quoi que ce soit d'autre. Il est muet depuis des mois. Le directeur, William Barris, demande une intervention d'urgence auprès de Vulcain 3. Lorsqu'on lui annonce un délai d'attente de 3 jours, il veut parler à son supérieur, Jason Deal, mais se heurte à un refus. Se résignant à ce délai de 3 jours, il prépare 2 questions à l'intention de Vulcain 3. Il l'interroge sur l'importance du mouvement des sauveurs et sur les raisons pour lesquelles il ne veut pas répondre. Or, Vulcain 3 est une machine, un superordinateur, une intelligence artificielle. Pour continuer notre lecture des marteaux de Vulcain, je vous propose maintenant d'écouter en deuxième diffusion un extrait de l'émission de juin 2021 intitulée « Les machines du hasard ». Dans les marteaux de Vulcain, les nations ont été regroupées sous le vocable « l'Union terrestre », laquelle est dirigée par Vulcain 3. Voici ce que l'on peut lire dans les premières pages. Tout ce qui touchait à la politique était du ressort de Vulcain 3. Telle était la loi. Dans ce livre paru en 1960 aux États-Unis, le monde est donc sous la coupe d'un superordinateur et tous les États terrestres appliquent ses règles. Un seul homme, le directeur, a la responsabilité de recevoir et transmettre ces messages à la planète entière. Ainsi, on est dans une société où toutes les nations se sont mises d'accord pour confier à une machine le pouvoir absolu sur les individus, où les activités et les comportements des populations, mais aussi leurs besoins, sont analysés par Vulcain 3. La population est donc conduite jusque dans sa vie quotidienne par une machine. Au moindre problème, à la moindre décision utile ou indispensable aux États, Vulcain 3, après consultation, apporte toujours la bonne solution. Or, depuis quelque temps, Vulcain 3 n'apporte plus de réponse et le directeur est inquiet. Il décide donc d'utiliser l'ancien modèle de Vulcain 3, Vulcain 2. Un moment plus tard, il quittait le contrôle de l'Union, se hâtait le long de la rampe qui menait au terrain resserré entre les nids de canons anti-aériens à grande puissance, jusqu'à son hangar personnel. Bientôt il s'élançait dans le ciel crépusculaire
vers la forteresse souterraine où l'immense ordinateur Vulcain était gardé, soigneusement caché aux hommes. Dans les profondeurs de la forteresse souterraine, le directeur atteint Vulcain II. S'asseyant à l'une des tables, il ouvrit sa serviette et en tira des papiers. Soigneusement, il commença à préparer ses questions. Pour cet ordinateur archaïque, il devait taper les données lui-même. À l'aide d'un clavier, il épela les premières séries sur la bande métallique. Puis il actionna le transporteur de bande. Un sifflement asthmatique se fit entendre tandis que Vulcain II se mettait péniblement au travail. Des lumières s'allumèrent. Un morceau de bande jaillit d'une fente et tomba dans le panier. Il le ramassa et lut. « Un délai est nécessaire. Revenez dans 24 heures, s'il vous plaît. » Maintenant, l'ordinateur ne fonctionnait plus aussi rapidement. Il le savait, et cela ne le surprit pas. De nouveau au clavier, il établit les données de base de ses questions, referma sa serviette, sortit rapidement de la pièce et reprit le corridor désert à l'odeur de moisi. Plus tard, quand le directeur revient auprès de Vulcain II, ce n'est plus qu'un amas de débris. Il soupçonne alors le groupe de dissidents qui militent contre le pouvoir de la machine. La fumée âcre des transformateurs grillés flottait et s'accrochait au plafond de la pièce. Comment était-ce arrivé? Comment l'avait-il détruit? Et pourquoi? Cela n'avait aucun sens. S'ils étaient parvenus à localiser la forteresse et à y pénétrer, si l'un de leurs agents avait pu arriver aussi loin, pourquoi avaient-ils perdu leur temps ici, alors que Vulcain III se trouvait seulement à 6 niveaux plus bas? Dois-je révéler la nouvelle au public? Se demandait-il. Je pourrais ne pas en parler. Ces techniciens me sont entièrement dévoués. Je pourrais garder le secret de la destruction de Vulcain II pendant des années. Ou bien je pourrais tendre un piège en déclarant que Vulcain III a été détruit, en leur laissant croire qu'ils ont réussi. Alors ils se montreraient peut-être au grand jour et ils sortiraient de la clandestinité. Ils doivent se trouver parmi nous, pour être capables d'entrer ici. Ils ont dû pervertir l'union. L'horreur l'envahit. En outre, il ressentait cette destruction comme une perte personnelle. La vieille machine avait été son compagnon pendant de nombreuses années. Quand il avait des questions assez simples à poser, il venait toujours ici. Ses visites faisaient partie de sa vie. À contre-cœur, il s'éloigna des décombres et réalisa qu'il ne viendrait plus jamais ici. La vieille machine grinçante était morte. Nous nous retrouverons le 6 septembre sur Westrack Radio, dans Viva Culture et grâce au podcast de 10 minutes chroniques. À bientôt. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez de visiter notre site asso-maisondelaculture.fr. Vous y trouverez des actualités culturelles diverses et variées à consulter et vous pourrez peut-être trouver votre bonheur pour l'été. Au revoir, bon été à vous et puis adhérez, réadhérez, vous profiterez de nos bons plans et puis de notre bistrot culture dès la rentrée. Au revoir, bonne semaine à vous, à dimanche prochain.